Hello les amis, on se retrouve dans la même ambiance que dans laquelle on s'était quitté, c'est-à-dire sous la pluie, mais cette fois nous sommes en France, dans le Gers, et non plus sur la péninsule olympique aux États-Unis. Donc voilà, j'ai été amener la petite à la crèche. Donc on vous l'avait dit dans la dernière vidéo, hein, qu'on voulait créer des liens sociaux entre elle et les enfants pour développer ça chez elle. Et bien c'est chose faite, donc elle est à la crèche, elle partage plein de choses avec les enfants, dont les microbes et les virus et tout le tralala. Donc et du coup elle nous les partage derrière. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu tourner cette vidéo avant. Et parce que Sandrine, extinction de voix, mal à la gorge, etc. Elle les a enchaînés hein, quand même, donc pas de chance. Là, elle avait encore un petit truc dans la voix ce matin, mais j'espère que ça va aller pour tourner cette vidéo. Et allez, on se retrouve là-bas. Ah, t'es là. Bonjour. Ah bah ça va la voix. Ça va, c'est pas tout à fait ça, mais ça va le faire. Allez. On y va. Allez, on se retrouve dans notre nouveau studio YouTube. Voilà, on s'est installé dans une petite maison. Ça fait 2 mois maintenant qu'on est rentré en France. Après, c'est plus de 2 années passées tous les 3 autour du monde. Bon, je vous cache pas que ça a été difficile, mais ça on aura l'occasion de l'aborder dans les différentes questions que vous avez posées. Parce que des questions, on en a reçu vraiment beaucoup. Non, il y en a eu tellement qu'on va être obligé de scinder cette vidéo en deux. Donc il y aura 2 parties. On va pas faire une partie YouTube, une partie Facebook, ce sera du pêle-mêle, ce sera comme si vous étiez dans notre salon en train de nous écouter parler de notre tour du monde, donc prenez votre meilleur jus d'orange, vos chips, vos pop-corn, c'est parti, on commence avec la première question de Fabrice. Quel est le pays que vous avez visité où vous aimeriez vivre? Je laisse répondre. Alors justement, c'est une question qu'on s'est posée un peu tout au long de ces 2 ans, et même ça fait très longtemps qu'on se l'a posée dans des voyages précédents, parce qu'on cherche justement un pays où s'expatrier, on aimerait bien, et on avait beaucoup songé aux États-Unis, au Canada à l'époque, mais c'est quelque chose finalement qu'on a revu, parce que après y être resté longtemps, même si on n'a pas pu aller au Canada, on était intéressé par la Colombie-Britannique, à cause des frontières fermes on n'a pas pu y aller. Le mode de vie à l'américaine, je pense que c'est un peu pareil quand même au Canada, c'est quelque chose qui est super pour des courts séjours, pour des vacances, pour se détendre un petit peu, peut-être quelques mois par an, mais sur le long, en fait, ça nous a pesé, c'est-à-dire que cette surexploitation, je sais pas comment on peut dire, tout est oversized aux États-Unis, c'est très bruyant, il y a des grosses voitures, etc. Et nous, on cherche plutôt le calme, la tranquillité. Ouais, c'est-à-dire que le truc est dépaysant au début d'un voyage, devient pénible en fait au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on se rend compte que n'y a pas moyen de dormir sans qu'il y ait du bruit partout, c'est très compliqué, même si ils adoptent un petit peu un mode de vie à l'européenne, c'est-à-dire où ils commencent à vraiment regarder qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Donc ça on s'y retrouve, mais il y a quand même beaucoup de points négatifs. Même si j'ai mis ma plus belle chemise hawaïenne, Hawaï ça aurait été quelque chose qui nous aurait tenté, mais bon voilà, c'est aussi des points négatifs. Quand on est longtemps dans un pays, on s'en rend compte et du coup ça nous plaît moins. Alors juste pour finir quand même, il y a un pays, personnellement moi, je sais pas toi, où je me verrais vivre quand même, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est hyper agréable, on a l'impression un petit peu de se retrouver en Angleterre, on a tout aimé en Nouvelle-Zélande. Il y a juste voilà, que c'est loin, c'est très très loin, et immigrer en Nouvelle-Zélande aujourd'hui c'est difficile, mais je pense que c'est le pays, je trouve, hein, de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, où ça serait le plus facile d'aller s'installer. Ensuite, il y avait une deuxième question dans la question de Fabrice. Les US, un petit peu lassés par ce pays ou en bout de voyage? Je pense qu'on peut jamais être lassé des US dans le sens où quand on y est, c'est juste trop beau. Il y a tellement à découvrir aussi. Et voilà, donc c'est un pays en plus où on est bien. Mais sur le long terme, effectivement, sur le long terme, au bout de 6 mois, on n'était pas mécontent de rentrer, et d'ailleurs on avait envie, la famille nous manquait, etc. Donc ça fait du bien aussi de partir, de faire un break. Et puis quand on rentre, c'est toujours là, on se dit oh, c'était bien, et j'aimerais bien y revenir. Donc je pense que les US ça se digère en petits bouts, faut pas faire une overdose. Mais c'est un pays, je pense qu'on peut y retourner 20 fois et on a toujours plein de trucs à découvrir. Et puis c'est pas pour s'étendre sur le sujet, voilà, ça répondra peut-être à d'autres choses après, mais je pense que, nous, notre équilibre de voyage, c'est faire un voyage, rentrer un petit peu. Faire un voyage, rentrer un petit peu, pour vraiment profiter du voyage. Là, on a enchaîné vraiment 7 mois en dehors de la France à vraiment faire du dépaysement. Et je pense que ça a aussi pesé dans la balance par rapport à ce retour.
Allez, prochaine question. Gwenaël, je suppose. T'as pas de Gwendoline, hein? Non, c'est un homme, c'est un monsieur. Ah! Sandrine, voilà. Comment avez-vous géré les vaccins de bébé? Les vaccins de bébé, ben, c'était très simple dans notre cas parce qu'en fait on est rentré en France à chaque fois tous les à peu près 6 mois, donc on a pu les gérer facilement. Et il faut quand même savoir qu'il y a un calendrier vaccinal, mais on a quand même la possibilité d'anticiper ou d'avancer certains vaccins. La seule chose qui est importante, c'est le respect entre les 2 injections quand il y a un rappel. Donc nous, je sais qu'avec Léna, à un moment donné, on a anticipé certains vaccins, on les a fait 1 ou 2 mois plus tôt, et il y en a d'autres qu'on a fait 1 ou 2 mois plus tard. Voilà, donc le mieux c'est d'en discuter avec votre médecin. Mais normalement, faut pas trop s'inquiéter, vous arriverez toujours à trouver une solution. Question subsidiaire, hein. Pas trop compliqué de gérer dans la cellule le lit bébé, table à langer, pas faire de bruit quand t'es dehors, etc. Moi je dirais que ça dépend. Ça dépend du rythme de vie qu'on a, etc. Nous on est parti dans l'optique de travailler un tour du monde, donc du coup on anticipait avant le coucher de faire tous les bruits possibles, c'est-à-dire la vaisselle, ranger, nettoyer, etc. Mettre en ordre. Après on la couche et après on travaillait. Donc en fait, moi j'étais en train de monter des vidéos pendant que Sandrine était en train de gérer le site ou faire de la compta, etc. Bref, peu importe. Et puis voilà, ça passait très bien. La table à langer, on n'en a jamais eu. Non, non, et ça c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir table à langer finalement quand on est en voyage, on prend juste un petit support à langer, ouais. Truc de voyage, et sur le lit, dans la voiture, il n'y a pas besoin, voilà, dans la capucine, le mettait ou sur la banquette. Et... Je crois que Léna a été le bébé qui a été le changé dans le plus d'endroits biscornus possible, que ce soit des toilettes d'aéroport, sur le genou, vite fait, sur une banquette sur le bord d'un chemin boueux. sur un petit rocher, dans l'herbe, enfin voilà, elle a été changée partout. Et non mais on n'a pas de table à langer, voilà, on n'a pas ces contraintes au final quand on part en tour du monde, on essaye de se les enlever justement. Question de Géraldine, comment avez-vous géré les moments où vous aviez besoin d'espace, de rester seul? Très important parce que ça peut vite devenir un gros point noir et on vous cache pas qu'on a eu aussi besoin de retourner peut-être un peu prématurément parce qu'on avait ce besoin-là de souffler, autant en tant que parent vis-à-vis de Léna et en tant que homme ou femme vis-à-vis du conjoint. Les gens qui ont été en confinement d'ailleurs se sont rendus compte que d'être tout le temps ensemble pendant plusieurs semaines, c'est difficile, donc c'est extrêmement important de trouver voilà, du temps pour soi. Comment on faisait? Eh ben, c'était pas facile. Parfois, c'était quelqu'un va aux courses un peu tout seul, Florent, je lui ai laissé plusieurs journées seul, où il est parti faire des journées de rando du matin au soir. Voilà, c'était la seule solution qu'on avait vraiment trouvée. Mais malheureusement, moi avec Léna, j'ai jamais trop pu, parce qu'elle était trop petite, me séparer d'elle. Donc moi, c'était extrêmement compliqué. Moi, je pense que c'était un énorme poids pour moi. Honnêtement, hein, pour être très sincère sur cette question-là, je pense que si on avait mieux réussi à se gérer, et aussi moi à plus donner Léna à papa, on aurait pu continuer 1 an, 2 ans de plus. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça majoritairement, avec beaucoup d'autres choses, qui ont fait qu'on a eu besoin de cette rupture, peut-être pour mieux repartir après. Mais on n'a pas réussi, c'était extrêmement difficile de trouver un équilibre, et justement sur ce plan-là, et on n'a pas malheureusement la solution. Peut-être qu'il y a des familles où ça se passe beaucoup mieux, parce qu'avec les enfants qui sont moins accrochés aussi aux parents, c'est plus pratique. Il aurait fallu laisser Léna un peu plus chez la nounou, on l'a fait à La Réunion, mais on peut pas le faire partout, c'est compliqué, c'est cher, et... Surtout quand on veut bouger et visiter des choses, c'est pas possible. Donc, mais par contre, voilà, si vous partez en famille, sachez, prévoyez-le, essayez de trouver des petites choses qui puissent vous permettre de souffler, que ce soit avec l'autre ou avec les enfants. Prochaine question. Est-ce difficile ce mode de vie quand on sait que ça risque de s'arrêter? Ben, en fait, on n'y pense pas. Parce qu'on est tellement dans du long terme que nous, en fait, on n'est pas parti en disant il y a qu'un an et on reprend le boulot dans 1 an. Tu n'es pas parti. C'est là qu'on est différent avec Sandrine, c'est que moi je suis parti dans l'optique où je savais qu'il fallait rentrer à un moment donné et que il fallait se préparer mentalement à rentrer. J'ai des collègues qui m'ont dit avant de partir, moi ce que tu fais je le ferai pas parce que je sais que rentrer ce sera difficile. Retourner à un boulot normal avec des horaires de bureau, avec voilà, tout ce qui va avec, je pourrais pas goûter à une autre vie et revenir dans cette vie-là. Ce serait pas possible. Donc, alors s'il faut, ce sera très difficile, je vais revenir au travail en étant le mental dans les chaussettes. Mais en tout cas, je me suis dit tout le long, depuis que je suis parti du travail, ça va s'arrêter à un moment donné, on va rentrer. Voilà, ce sera plus ou moins long terme, mais on va rentrer, c'est sûr. Donc moi, là-dessus, je me suis préparé. Sandrine, c'est un petit peu plus difficile. Non, moi, la date de retour n'était pas fixée, donc j'ai jamais pensé au retour.
sauf les 3 semaines avant de rentrer. Donc ça n'a jamais été difficile pour moi. Le retour était très difficile, on en parlera après. Mais pendant le voyage, je n'y ai jamais pensé. Donc c'est pas, pour répondre à la question, c'est pas difficile de partir. En tout cas pour moi, ça n'a jamais été difficile de partir parce que j'ai jamais pensé au retour. Ensuite, toujours Géraldine, comment gérer les décalages entre votre mode de vie et ce que vous avez vécu et vos proches, ce qu'ils en connaissent? Alors, j'ai envie de dire que, vu qu'on est au 21e siècle, ça va, on n'a pas trop eu de problème là-dessus. On a des téléphones qui nous permettent d'appeler, on est avec Free, donc on a du réseau là-bas, 25 Go, donc amplement suffisant pour ce qu'on avait à faire, et pouvoir appeler les grands-parents, les frères, les sœurs, leur montrer là où on était, etc. Et j'ai même envie de dire qu'en fait, on les appelait beaucoup plus en voyage que maintenant qu'on est rentré. C'est ça. Parce qu'on a envie en plus de leur faire partager ce qu'on vit. Donc dès qu'on était dans des endroits un petit peu exceptionnels, on leur montrait ça. On faisait beaucoup de FaceTime tout le temps. On montrait aussi Léna. Et finalement, ils sont rentrés avec nous dans ce mode de vie. Ils ont bien compris ce qu'on vivait. Même si au début, voilà, il n'y avait pas forcément d'adhérence au projet. Mais à la fin, on les emmenait vraiment avec nous. Et ça s'est extrêmement bien passé. Ouais. Moi, ma mère Enfin, Léna, c'est sa seule petite fille, hein. Et ben, elle voulait absolument la suivre, et ça a été un choc, entre guillemets, quand elle a appris qu'on partait aussi longtemps, et qu'elle serait aussi longtemps loin de sa petite fille, et au final, on s'est rendu compte en rentrant qu'elle avait plus de nouvelles quand on était loin que quand on était près. Et puis les vidéos ont aussi beaucoup aidé, finalement, ce petit format qu'on faisait toutes les semaines, c'était aussi pour donner des nouvelles à la famille, et je pense que voilà, ça a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Ouais, c'est ça. Autre question de Géraldine, est-ce que l'argent était un problème ? Ah, l'histoire de l'argent. Alors, on pourrait s'étendre beaucoup sur le sujet, je crois qu'il y a d'autres questions qui vont venir après, qui seront plus précises, donc j'en dirai plus à ce moment-là. Mais pour nous, ça n'a pas été un problème, dans le sens où on a eu l'opportunité de partir avec un gros capital, donc on a eu toujours ce coussin en cas de problème, en cas de besoin. Par contre, ça a quand même été un motif un peu de retour, parce qu'on arrivait au bout de ce qu'on était capable de financer, parce qu'on avait des projets quand même auxquels il fallait qu'on pense en rentrant, et donc on voulait garder de l'argent de côté, etc. Donc, pour répondre vraiment à la question, pas de problème financier pour nous, mais toujours quand même un fil rouge à tenir, un budget à respecter pour entrer dans les clous. Allez, encore une question de Géraldine, qui nous a gâtés. Comment laisser place à la vie de couple, d'homme, de femme? Oui, parce que bon, on a parlé tout à l'heure, on a répondu à la question de comment pas être trop l'un sur l'autre. La vie de couple, c'est aussi hyper important, et c'est extrêmement difficile quand on vit en promiscuité avec un enfant en bas âge. Comprenez par là, dans la cellule de 4 mètres carrés, voilà, l'intimité est quasiment impossible parce qu'en plus du bruit, tout bouge, voilà, moindre mouvement, on le sent. Donc voilà, l'intimité dans la cellule avec un enfant de 2 ans qui dort à 2 mètres, c'est extrêmement compliqué. Par contre, ce qui est possible, c'est que quand elle était couchée, on arrivait quand même à se dégager du temps pour passer des petites soirées à deux au coin du feu, même si on pouvait pas aller au restaurant et faire plus de choses que tous les deux. On profitait voilà, de la coucher, et c'était notre petit moment à deux, et ça faisait du bien, et heureusement qu'il y avait un peu ça. Question de Géraldine, vous en doutiez. Quel est le plus grand décalage entre ce que vous pensiez être ce mode de vie par rapport à la réalité? On avait un mode de vie en voyage qui était très speed. Avant d'avoir Léna, oui. Avant d'avoir Léna, faire des randos, aller à droite, à gauche, enfin voilà, on avait un rythme qui était quand même hyper soutenu avec le recul. Et au final, quand on est arrivé à Hawaï, donc après la Polynésie, on a pris un peu de recul, on s'est dit waouh, là ça a plus du tout rien à voir. Donc Léna est un bébé qui est très intense, qui a besoin d'être dans les bras, qui est hyper sensible, qui est à fleur de peau de tout, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et du coup, c'est pas évident à gérer, et on pensait que ce serait un petit peu plus à la cool ces voyages, et ça l'a pas du tout été. Alors là, on parle vraiment spécifiquement, on va dire, de la première année jusqu'à l'Islande, incluant l'Islande, avec Léna. C'est spécifique à Léna, parce que voilà, Léna est comme elle est, et c'est vrai que pour nous, en tant que parents, on a eu des difficultés avec le caractère émotionnel intense de Léna. Après, par rapport au mode de vie en lui-même, et notamment après avec la cellule aux États-Unis, quand elle a grandi, ça s'est beaucoup mieux passé. Et moi, c'est un mode de vie clairement dans lequel je me suis sentie hyper à l'aise. Et d'ailleurs, j'aimerais bien continuer. Franchement, j'ai adoré. Le matin, on se lève dans des paysages de fou, on met de la nature, on vit avec le rythme qu'on a envie d'avoir. Et si on met de côté la gestion de Léna, en fait, moi, c'est le mode de vie rêvé, avec peut-être de temps en temps un retour un peu à la maison pour aussi se poser et souffler. Et moi, j'ai complètement adhéré à ce mode-là.
Ouais, donc du coup, elle nous pose aussi la question, quelles étaient les plus belles surprises? La plus belle surprise, ça a été les moments où Léna se posait pour regarder soit le paysage, soit les animaux. Ça a été une belle récompense après les débuts un petit peu chaotiques avec elle. Et c'est vrai que ça a été une belle récompense parce qu'on s'est dit, mais ouais, en fait, c'est pour ça qu'on a fait ça, quoi. Ouais. C'est pour elle, c'est elle, regardez, en train de regarder des ours à Yellowstone et ours! Et, génial! Génial. Ouais, même la mer, la voir en fait, c'est vrai, boire tous ces paysages, la voir regarder les animaux. Elle a encore des souvenirs, énormément de souvenirs d'animaux, elle nous en parle souvent. La voir s'émerveiller, je pense que c'est le plus beau souvenir en tant que parent qu'on pourrait avoir. Après, nous, on a eu quand même des très belles expériences, même personnelles, les pistes, les défis en 4x4 qu'on a fait, que ce soit aussi au Costa Rica, en Islande, quand on s'est ensablé. Donc voilà, c'est pas forcément des choses heureuse dans le sens où c'était pas du bonheur mais des surprises, des galères et je pense que finalement moi j'en garde de bons souvenirs souvent on le dit, hein, les galères c'est les trucs qui nous marquent le plus et c'est les trucs qu'on retient le plus et qui nous font sourire après et voilà, donc c'est le meilleur moment au final, même s'il y a des moments heureux qui sont très beaux comme au Costa Rica, tous les animaux, etc. C'était un bonheur de se balader là-dedans, hein. Franchement, Costa Rica, gros coup de cœur, mais des belles surprises, il y en a partout. Il y en a eu tout le temps en fait, tout au long du voyage, parfois c'est subtil, c'est un paysage qui va nous marquer, c'est une rencontre avec une personne qui va nous toucher. C'est rouler sur une route avec un coucher de soleil. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Alors que la petite est en train de dormir, donc c'est calme. Mais on en a eu on en a eu tout le temps en fait, des surprises, et c'est ça qui est absolument merveilleux dans ce mode de vie. Dernière question de Géraldine. Qu'est-ce que cette aventure vous a appris sur vous-même? C'est profond. Waouh, beaucoup de choses. Moi, je suis plus la même. J'ai changé énormément. C'est un truc de fou. Surtout les cheveux blancs. J'ai appris à lâcher prise, le vrai lâcher prise. J'ai découvert la liberté, la vraie liberté. On rentre complètement transformé parce que on a vécu une aventure qui est tellement forte humainement, intensément, de vivre pleinement sa vie et de se dire mais ma vie d'avant en fait. C'était pas ce que j'avais envie, j'ai découvert quelque chose qui était tellement mieux que voilà. Au final, je pense qu'on sait ce qu'on veut quand on rentre. On sait ce qu'on veut et on sait surtout ce qu'on dans ne la veut vie. plus. Ouais. On sait ce qu'on veut plus. On a tellement aimé faire ce qu'on a fait qu'on veut plus faire des trucs qu'on n'aime pas. C'est très bête. Et après, humainement, non mais je pense que les gens comprendront aussi quand on goûte à ça un peu un péché finalement, cette liberté. Et c'est très difficile de revenir à la vie d'avant. Mais il y a des contraintes, il va falloir le refaire. Mais voilà. Mais ça nous a transformé aussi sur... je veux dire, je me suis jamais autant sentie détendue en voyage. Et j'ai pris beaucoup de recul aussi par rapport à moi, en me disant, mais voilà, je suis capable d'être super bien. Vivre au temps présent, voilà. Quelque chose que je savais pas faire avant, je devais tout planifier, des semaines, des mois à l'avance. J'avais un agenda à presque heure par heure. Voilà, ceux qui me connaissent d'avant savaient à quel point j'étais rigoureuse dans ma planification. Là, je vis au présent. Et encore maintenant, je vis au présent et je reste au présent et j'ai du mal à me projeter maintenant dans le futur. C'est l'inverse. C'est mieux qu'aller voir un psy. Oui, c'est clair. Merci Géraldine pour toutes ces questions. C'était un bonheur de répondre à tout ça. On va passer à la question de Ronan. J'ai une question qui me taraude depuis longtemps. De quoi viviez-vous? Faut savoir qu'avant de partir, moi j'ai monté le blog de Smart Trippers en 2016. C'est un blog à la base où on voulait partager nos bons plans voyage et finalement depuis qu'on a ouvert la rubrique sur Hawaï, on s'est spécialisé dans Hawaï, on est devenu, on va dire, très présent sur Hawaï dans les pays francophones. Donc ça nous a permis de commencer à gagner de l'argent grâce à notre blog sur Hawaï. On est parti en tour du monde, donc en juillet, on gagnait entre 1000 et 2000 euros par mois, donc ça c'était avant le Covid, en 2019, grâce à Smart Trippers. Voilà, ça a été une grosse source de revenus. Et grâce à vous. Et grâce à vous aussi, alors pas forcément à travers des vidéos, parce que c'est, on peut pas dire que c'est les vidéos YouTube qui nous font gagner de l'argent, pour être honnête, avec YouTube on gagne 50 euros par mois. Donc voilà, c'est toujours un petit complément. Ça rembourse pas le matériel qu'on a investi pour faire les vidéos. Mais bon. Mais non, c'est surtout le blog qui nous a aidés. Et malheureusement, il y a eu la pandémie. Donc en fait, on était parti avec un business model. On avait quand même calculé des choses. On devait compter sur à peu près, on pensait gagner 2000 euros par mois à terme. Avec Smart Trippers, ça s'est pas fait. On était plus à 1000 grâce au fonds de solidarité. Heureusement qu'on a mis en place, voilà, que l'activité avait démarré un peu avant le Covid.
Donc on a pu avoir des revenus réguliers, on va dire, tout le long de ce voyage, 2 000 € par mois, ce qui nous a énormément aidé à le financer. Ronan qui nous demande également, vous indiquiez de temps en temps travailler le soir, mais parliez-vous du montage de vidéos ou bien d'un boulot de digital nomade par exemple? Bah un peu des deux, parce que du coup, toi c'était les vidéos. Moi je faisais les vidéos le soir, donc à peu près 3 heures par jour, sans compter le temps de faire des plans drone, des plans tout court, enfin voilà, du gros boulot au final, hein, qui m'a bien pris du temps. Moi, du coup, bah, j'étais donc sur l'aspect site, donc le maintenir à flot, continuer de documenter, de mettre à jour les articles, surtout je travaillais beaucoup plus sur Hawaï, et puis la comptabilité, puisque forcément bah, j'avais une entreprise à gérer, etc. Donc voilà, moi j'étais, le but voilà, c'était de travailler à 100% sur le développement de Smart Trippers, et puis les réseaux sociaux aussi, etc. Donc on peut dire voilà, c'était ça, digital nomade. C'était pas un voyage que d'éblouissement, c'était aussi du travail. C'était ça aussi, hein, je fais une petite parenthèse, on n'avait pas un rythme, il y a des personnes qui partent en voyage, vraiment en voyage, c'est-à-dire qu'ils travaillent pas du tout, et nous la contrainte qu'on avait, c'est tous les soirs il fallait qu'on s'accorde environ 3 heures pour travailler, et du coup on a eu très peu de temps pour se reposer, et ça a quand même pesé aussi sur notre condition physique, sur le moral, sur le retour. Ça reste assez éprouvant quand on a un enfant, c'est-à-dire qu'en fait on a eu des périodes vraiment où on fait rien, où on se repose. On n'a jamais en 2 ans pris le temps de regarder un film tous les deux le soir, jamais. Et ça nous a manqué. On s'est dit mais il faut qu'on se pose, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on arrête un peu de travailler, ça devient trop difficile. Voilà. Question de Alain, la question qui fâche. Alors, combien de kilos? Je sais pas. Moi j'en ai perdu. Sandrine Appert, elle me transfère en fait. Moi j'en ai perdu, moi, je commence à répondre. J'en ai perdu parce que bah, j'ai allaité tout le long de ces 2 ans et forcément l'allaitement bah, ça tire dans les graisses. Et que finalement en voyage on a une nourriture assez équilibrée, bien plus saine qu'à la maison. Et bah, du coup voilà, moi j'ai perdu et mon défi c'est de reprendre. Je pense que je devrais allaiter moi. Je pense que c'est ça. Je vais allaiter donc. Non mais je sais pas sincèrement, je pense que j'ai... Le truc fatal ça a été la République Dominicaine, on était dans des trucs un peu all inclusive, donc on pouvait manger ce qu'on voulait. Et voilà, moi je suis un gourmand alors du coup ça va très vite. Non je pense que je suis à plus 5 peut-être. Ah ouais quand même. Ça. Ouais dans ce zoo là. Et il s'est jamais repesé, il veut pas passer sur la balance depuis qu'il est rentré. C'est psychologiquement, c'est la lutte entre toi et la balance, c'est pas possible. Non, mais je sais pas, mais je me suis remis au vélo là, donc logiquement ça devrait fondre un peu. Question d'Annabelle. Mes questions sont les suivantes. Vous avez de toute évidence un amour des voyages et aussi faire des vidéos de qualité. Merci. Comment comptez-vous par la suite combiner ces passions avec une vie plus sédentaire exactement? Comptez-vous continuer de faire des vidéos même avec un sujet différent des voyages? Alors on a un projet sur le long terme en fait, on attend que Luna soit plus grande pour ça et on aimerait bien faire, on verra comment elle sera par rapport à toutes nos vidéos, est-ce que ça l'intéresse ou pas, mais faire des voyages plus axés civilisation, territoire méconnu, vraiment faire des destinations un petit peu exceptionnelles. Et montrer ça à travers ses yeux, avec une série qui s'appellerait peut-être À travers les yeux de Léna, et montrer comment Léna va vers ces nouvelles découvertes, va au contact des tribus par exemple en Afrique ou dans d'autres pays, jouer avec les enfants, etc. Voilà, ce serait quelque chose peut-être même qu'on pourrait proposer. On a eu des contacts avec Disney, la Disney Channel. Et ça c'est Disney Channel qui nous avait Disney Plus, ouais, voilà. Disney Plus, pardon, qui nous avait contacté pour faire des reportages comme ça. Donc voilà, soit on le fait toujours pour nous, soit on le fait au travers d'une société de production, mais c'est quelque chose voilà, qu'on a en tête, peut-être quand elle aura à partir de 5-6 ans. Voilà. Et en attendant, on a plein de projets encore de voyage, donc je pense qu'on restera sur un format de vlog. Et je pense que toi, tu as envie de continuer les vidéos en plus. Ouais, et puis on avait même peut-être pensé, puisqu'on a dans le coin de la tête de construire une maison, peut-être, oui. Je suis pas trop mauvais avec mes doigts, de faire des tutos, de montrer un petit peu tout ça. Voilà, c'est pas défini, ce sera certainement sur une autre chaîne. Hein. On va créer une nouvelle chaîne. On va pas pourrir la chaîne de voyage avec une construction de maison. Non mais pourquoi pas? C'est un truc qui me plaît de faire du montage, de filmer, etc., de montrer aux autres, toujours dans cet esprit de partage et de donner des bons plans. Donc ouais, c'est quelque chose qui pourrait nous plaire. On verra. Question de Nani. Enfin, Nani Naner. Pas mal.
Ayant moi-même un enfant de 2 ans, j'aimerais savoir si ce n'est pas trop limitant de voyager avec un jeune enfant par rapport à son rythme, à ses besoins. Ne vous êtes-vous pas senti frustré? Le rythme de Léna n'a jamais été un problème, elle nous a toujours suivis partout et quand elle était fatiguée, on s'arrêtait. La seule grosse contrainte qu'on avait, c'était quand elle dormait en voiture. Et quand elle dormait en voiture, on voulait pas la réveiller parce que si la voiture s'arrête, elle se réveille tout de suite. Et parfois, il y avait des super points de vue, il y avait des trucs à pas rater, et on les a ratés. Parce qu'on voulait pas se stopper pour que Léna fasse sa sieste. Ou alors, Florent me déposait, me jetait sur le bord de la route. Sandrine roulait sur la route comme ça. Non, je courais, je sortais pour pas faire de bruit. Il continuait, alors soit il m'attendait, il faisait des tours de rond-point, le temps que je fasse la photo, le petit reportage pour la vidéo. Moi je regarderai la vidéo à la fin, ah ouais c'était pas mal. Voilà, des fois on a fait comme ça. Mais franchement, non, je trouve qu'à partir de 2 ans, l'enfant commence vraiment à bien suivre et à bien s'intéresser. Ouais. Autre question, j'imagine que les sorties, trajets et autres sont à adapter à chaque enfant, mais n'est-ce pas trop contraignant? Alors effectivement, nous on a eu de la chance avec Léna, dans le sens où avant 2 ans, même avant 2 ans et demi à peu près, non, 2 ans par là, elle détestait la voiture, ça a été un calvaire, chaque déplacement en voiture c'était des pleurs et justement c'était très compliqué en Islande, je passais parfois 5-6 heures retournées à essayer de lui parler et une horreur. Et la tablette nous a sauvés. Ouais. Alors la tablette, attention, hein, on lui a pas mis la tablette, allez, abrutis-toi. Non, on lui a mis des jeux qui étaient intelligents, qu'on a testé avant, qu'on a regardé, ok, ça c'est pas mal. On lui a mis Petit ours brun, voilà, en anglais. Donc, ouais, que des trucs en anglais. Elle a eu Choupi, c'est Charlie and Mimo aux États-Unis. Charlie and Mimo, qui est Choupi en France. Et en anglais. Donc je pense que ça lui a fait du bien au niveau de l'oreille, etc. Ça l'a entraîné. Donc voilà. Et du coup, grâce à la tablette, la voiture ça s'est passé nickel et à un point qu'on pouvait même rouler 8-9 heures par jour. Et ça se passait très bien. Donc on a eu fait des journées soit de route complète, ça nous est arrivé plusieurs fois, ou des journées où on faisait 4-5 heures de route 2-3 fois d'affilée, et ça se passait très bien à la fin. Donc on avait cette chance-là, et du coup ça n'a jamais été un frein, on n'a plus jamais, en fait à partir de ces 2 ans, à peu près 2 ans et quelques, on n'a plus jamais pensé que faut qu'on fasse comme ça, faut qu'on découpe là, parce que sinon ça va être trop long pour elle. Ça c'était super. Par contre avant, c'était le cas, avant c'était 3 heures de route maximum par jour, c'était impossible de faire plus, et quand c'était plus, c'était l'enfer pour nous, parents. Voilà, donc c'était vraiment compliqué. Question de Lydia. Avez-vous réussi à rentabiliser suffisamment vos activités sur le net pour payer vos dépenses de voyage? Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc je vous disais on a gagné à peu près en moyenne 1000 € par mois tout au long de ces 2 ans. Bon c'est pas suffisant, hein, ça couvre pas toutes les dépenses. En termes de dépenses, on était au début de Tour du Monde quand on a fait des pays chers, plutôt aux alentours de 3000 € par mois sur Hawaï, voire même 4000 parfois, avec les avions, etc. Quand on vit en cellule, notamment aux États-Unis, on était aux alentours de 2000-2500 $, donc entre on va dire 1008 et 2002, entre 1800 et 2200 € à peu près par mois. Donc ça couvrait une bonne partie, mais pas tout. Voilà, on va dire la moitié quasiment, la moitié du voyage, on a pu le financer avec les rentrées d'argent, et l'autre moitié sur nos économies. Voilà, merci le Covid. Et Lydia nous demande également, êtes-vous venu au Canada finalement? Ben non. Et non, ça s'est rouvert quand on est parti, donc voilà, c'est dommage. Bah si, c'était ouvert avant qu'on parte. Oui, mais on pouvait pas revenir aux États-Unis. On pouvait pas revenir aux États-Unis. Ouais, pour revendre la cellule. Comme le projet, voilà, c'était de revendre la cellule derrière. On n'aurait pas pu la ramener, donc ça aurait été bien compliqué. Question de Céline. Quels sont vos différents projets à venir? Eh bien, dans l'immédiat, ce qu'on cherche, c'est un terrain pour refaire construire une maison. On a déjà fait construire une maison en 2013-2014, et on aimerait de nouveau refaire notre petit chez nous. Voilà, faire construire, c'est un truc qui nous fait délirer en fait. Flo adore faire des trucs. Ouais, faire des trous. Et on est plus fan de la construction de la réno, donc c'est plus simple à faire soi-même. Donc c'est un projet en fait qu'on aimerait faire nous-mêmes, c'est-à-dire que on aimerait faire le gros œuvre et faire nous-mêmes tout le second œuvre. Voilà, donc un gros projet. Profiter encore parce qu'il reste, il te reste 2 ans, un peu moins de 2 ans de congé parental. Donc profiter de ce temps-là
pour faire ça. Et moi, bah, là, je me mets à temps plein vraiment sur Smart Reaper. Je suis en train de me remettre à niveau aussi dans le développement web, voilà, pour mettre à la page les dernières technologies et pouvoir aussi, pourquoi pas, prendre quelques projets de dev, me mettre à mon compte pour renflouer les caisses, ça peut aider. Donc ça, c'est les projets immédiats. Et puis après, ben, on va mixer ça, je pense, avec des projets de voyage. On cherche une destination pour cet été, printemps-été. On ne sait pas encore combien de temps on partirait, peut-être 2, 3, 4 mois. On verra en fonction de voilà, où ça en sera avec les frontières. On aimerait beaucoup retourner dans certains pays, en découvrir de nouveau. Mais pour l'instant, je vous en dis pas plus parce que nous-mêmes, on ne sait pas encore. On a quelques pistes, mais on verra. Petite question de Fabrice. Après toutes ces aventures que vous avez partagées avec nous, et également vos déboires, pourquoi n'écririez-vous pas un livre retrasant vos aventures avec album, photos, souvenirs, etc. On y a pensé. On y a pensé, c'est du gros boulot quand même. On se rend pas compte, mais un bouquin, c'est beaucoup de boulot pour... je sais pas s'il y a un gros retour dessus. Financièrement, c'est pas hyper rentable, à moins vraiment de l'autoproduire et... Ouais. Par rapport à l'énergie au temps passé et puis au nombre d'exemplaires qu'on vendrait. Et puis est-ce que nos photos sont d'assez bonne qualité pour... Oui, on n'est pas photographe professionnel. Ouais, pour en faire quelque chose de vraiment waouh, même si on était dans des endroits waouh, il faut être un photographe waouh pour vraiment rendre le truc, mais je sais pas, on était en contact un petit peu avec Gallimard à un moment pour ça, donc on a un contact chez eux. Si jamais un jour ça nous prend, peut-être qu'on le fera, il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai que à moyen terme, en tout cas, c'est pas sur la table, on va dire. Question de Séverine. Comment maîtrisez-vous aussi bien l'anglais? Même technique, j'ai l'impression. Est-ce lié à votre activité professionnelle, à l'un et l'autre? Alors moi j'aime beaucoup l'anglais. C'est un truc que j'aimais déjà beaucoup à l'école, j'ai toujours bien aimé. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, j'ai toujours été une éponge avec l'anglais, donc ça c'est sûr. Après, dans ma formation professionnelle, je suis dans une société multinationale avec des Anglais, des Allemands, des Espagnols, des Américains même, etc. Donc l'anglais c'est obligatoire, même au niveau technique, que ce soit au niveau de la conversation, au niveau du savoir parler, au niveau des avions, etc. Donc naturellement c'est venu, donc au final ça sert tous les jours, ça sert dans les voyages. Et puis dès qu'on regarde des films, etc., on essaye de les regarder en VO sous-titré, français, et parce qu'on préfère l'expérience, etc. Ouais, tu dis ça, mais la plupart des trucs YouTube que tu regardes, c'est en anglais. Hein. Ouais, après je regarde beaucoup de vidéos YouTube, et c'est beaucoup en anglais, quoi. Donc, sans sous-titres, hein, bah non. Ouais, mais c'est vrai qu'aussi, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir été aux États-Unis, mais même maintenant, revenu en France, dès qu'on a une recherche à faire sur Internet ou quoi, on le fait en anglais. On sait qu'on va avoir plus de résultats pertinents et du coup on pense même en anglais, ouais. Je pense que c'est le fait d'être resté longtemps. Même au début c'était marrant parce que quand on en était retourné en France, je m'adressais aux gens spontanément en anglais. Et avant de me dire ah oui non c'est vrai, je peux le faire en français. Ouais. Donc, même Léna, une fois à la caisse d'un magasin, thank you. Caissière était là, ok, pourquoi pas. Alors ça c'est pour le côté flow, moi j'ai une expérience complètement différente avec l'anglais, j'ai toujours eu du mal à l'anglais, j'ai toujours été réfractaire, à un point que quand j'ai commencé à travailler, comme je suis dans l'informatique, il y avait beaucoup de postes en anglais, j'ai décliné tous les postes où il fallait travailler un peu en anglais, donc pour moi voilà c'était horrible l'anglais, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, et finalement c'est une opportunité professionnelle que vraiment je voulais saisir qui m'a donné l'envie de me mettre à l'anglais, donc là je m'y suis mis à fond, mais j'ai jamais atteint le niveau de Florent, c'est-à-dire qu'il a toujours été très doué en anglais, moi je toujours galéré en anglais, j'ai d'ailleurs un accent assez pourri en anglais, je le comprends bien, je m'exprime bien, mais les gens me comprennent pas, donc voilà, je gère très bien l'anglais, mais à ma façon. Souvent les gens qui sont en face de Sandrine sont là. Non. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose d'inné, hein. On n'est pas né anglais, donc voilà. Mais c'est vrai que moi j'essaye de mettre l'accent sur l'accent, justement. C'est aux États-Unis de vraiment parler comme les Américains, au final, d'avoir le chewing-gum dans la bouche, la patate chaude dans la bouche, suivant l'expression que vous utilisez, mais de faire des R vraiment à l'américaine, R, comme ça.
Et au final, ça coule de source. Les premières fois où je l'ai fait, en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, ils me comprennent super bien dès que j'exagère mon accent américain. Et au final, c'est comme ça que ça rentre. Bon, mais voilà, c'est la fin de cette première partie. Déjà assez longue. Hein. On a déjà répondu à pas mal de questions. J'espère qu'on n'en a pas trop fait, que vous n'êtes pas trop... endormi. Vous avez fini vos popcorn depuis bien longtemps. Et on se retrouve dans une seconde partie qui sortira logiquement la semaine prochaine. Oui, on répondra à la suite de vos questions. Voilà, et encore plein de choses à aborder, donc soyez fidèles. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est important toujours pour notre référencement sur YouTube. Abonnez-vous pour pas louper la vidéo de la semaine prochaine si c'est pas déjà fait, et les vidéos qui vont venir après. Et lâchez des petits commentaires si vous voulez qu'on aille plus en profondeur sur certains points qu'on n'a pas assez abordés, même si on s'est quand même pas mal étalé. Et voilà, mais on n'a plus qu'à se dire à la semaine prochaine. Oui, allez, ciao ciao.